Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas emblématique du célèbre moufti de Jérusalem, Mohamed Amin al-Husseini, donc qui est né le 4 juillet 1895 à Jérusalem et qui est mort le 5 juillet 1974 à Beyrouth. Le moufti de Jérusalem qui est considéré, systématiquement présenté comme l'inspirateur de ce qu'on a appelé, de ce que les historiens ont appelé la solution finale décrétée par Adolf Hitler, donc le génocide et l'extermination des Juifs d'Allemagne et des pays d'Europe de l'Est. Récemment, Netanyahou lui-même faisait un discours rappelant que, nous expliquant que le moufti de Jérusalem aurait convaincu Hitler qui lui-même voulait expulser, non pas assassiner, mais expulser seulement les Juifs d'Allemagne, mais que ce serait le moufti de Jérusalem qui lui aurait conseillé plutôt de les exterminer, puisque s'il les expulsait, il pourrait revenir. Voilà, donc, mon cher Youssef Boussouma, que pouvez-vous nous dire sur ces allégations concernant le moufti de Jérusalem? Vérité ou fake news? Totalement fake news. Alors, avec quelques éléments de vérité, bien évidemment, mais globalement, en ce qui concerne l'accusation selon laquelle le grand moufti de Jérusalem aurait inspiré la solution finale à Hitler, c'est un mensonge de A à Z, sans absolument aucune équivoque. Sans absolument aucune équivoque. Les faits sont connus, sont archi connus, et on peut dire une chose, on peut parler de l'aubaine du grand moufti pour le mouvement sioniste. Quelle aubaine d'avoir trouvé le grand moufti, puisque c'est l'explication centrale de l'antisémitisme arabe prétendu selon le mouvement sioniste. C'est-à-dire que depuis que les sionistes se sont emparés du grand moufti, ils ne l'ont en quelque sorte jamais lâché, et on peut dire que depuis même 1948, c'est la centralité de tout l'argumentaire sioniste selon lequel, en fait, la lutte palestinienne ne serait pas une lutte d'indépendance nationale, mais serait simplement un mouvement de haine anti-juif. D'où vient justement s'il n'avait pas trouvé le moufti, je ne sais pas comment il ferait aujourd'hui. Alors d'où viennent ces fausses accusations qui confinent au révisionnisme historique, bien sûr, au négationnisme absolument, historique. Absolument, qui confinent totalement au négationnisme, au révisionnisme. Donc Netanyahou ne cesse sans arrêt de répéter comme un mantra le grand moufti de Jérusalem, le grand moufti de Jérusalem. Récemment encore, il avait dit déjà il y a quelques années, il l'a redit encore récemment en disant que c'est le grand moufti de Jérusalem qui aurait inspiré à Hitler la solution finale. D'accord? The Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, who was later sought for war crimes in the Nuremberg trials because he had a central role in fomenting the final solution. He flew to Berlin. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. You said, burn them. Alors, ce qui est grave, ce n'est pas que ce criminel de guerre, Netanyahou, dise cela, parce que qu'attendre de lui, dont on voit l'œuvre, la brillante œuvre de civilisation actuellement à Gaza, mais ce qui est grave, c'est que peu d'historiens, certains, bien sûr, certains le font, mais peu d'historiens, aujourd'hui, disent les faits, disent la vérité, et dénoncent de façon virulente cet énorme mensonge, nouveau mensonge de Netanyahou. Comme nous avons l'habitude de le dire, l'État sioniste, Netanyahou en particulier, et l'État sioniste en général, est d'abord un serial menteur. Et d'abord, un serial menteur, c'est un État qui ment en permanence depuis 1948. Rappelons que c'est un État qui avait quand même prétendu pendant longtemps, enfin c'est un mouvement, le mouvement sioniste qui avait prétendu pendant longtemps que les Palestiniens n'existaient pas, qu'ils étaient une invention de la propagande arabe, ce qu'avait dit Golda Meir, ou alors que c'était un peuple inexistant sur une terre vide, d'habitants, et que la Palestine, était offerte au peuple juif, entre guillemets, peuple sans terre pour une terre sans peuple. Donc, après tous ces mensonges, le gros mensonge sioniste, c'est le moufti de Jérusalem. Alors, justement, on va quand même préciser
juste une date qui va vous permettre d'expliquer dans quel contexte le Moufti de Jérusalem va rencontrer les Allemands, les nazis et Hitler lui-même. Alors justement, le 28 novembre 1941, le Moufti de Jérusalem se rend en Allemagne, où il sera reçu par Hitler. Alors dans quel contexte cette rencontre se fait? Voilà, quel contexte historique? Tout d'abord, le grand Moufti, on a eu l'occasion d'en parler. C'était un des dirigeants, enfin le dirigeant principal du Haut Comité arabe de Palestine lors de la révolte, la grande révolte palestinienne de 36-39. Et en 1936, ayant appelé au djihad contre les Britanniques, il doit quitter la Palestine. Il doit quitter la Palestine. Sa tête est mise à prix par les Britanniques. Alors il n'est pas exilé comme on l'entend dire souvent, mais il est pourchassé. Il est pourchassé, c'est-à-dire que le grand Moufti, le sort du grand Moufti aurait, pour le moins, au mieux aurait été la prison, au pire aurait été l'exécution. Hein. N'oublions pas, il est quand même coupable pour les Britanniques d'assassinat, puisque la révolte armée, évidemment, fait des morts parmi les troupes britanniques en Palestine. Donc il doit fuir la Palestine. Alors il fuit la Palestine par Jérusalem. Enfin, il est à Jérusalem, il fuit la Palestine et il va se rendre dans différents pays. Il va passer par la Syrie française, il va passer par différents pays, hein, et tout un périple. L'historien palestinien Elias Sambar dit d'ailleurs à propos du grand Moufti de Jérusalem, et indépendamment de ce qu'on peut penser sur le personnage par la suite, il dit c'est malgré tout le premier exilé palestinien. C'est le premier à avoir fait l'expérience de l'exil, hein, de l'expulsion de sa terre. Et il est important de le préciser. Il est important de le préciser. C'est pas quelqu'un qui est parti visiter l'Allemagne nazie parce qu'il avait envie. Hein. Il doit fuir la répression britannique. Hein. Il doit fuir la répression britannique et il ne reverra jamais la Palestine. Et bien sûr, il ne reverra jamais la Palestine. Alors, après tout un périple, nous l'avons dit, hein, qui le fait passer par différents pays du Moyen-Orient, effectivement, il va se retrouver en Allemagne au titre du principe que les ennemis de mon ennemi sont mes amis. Hein, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc, il se retrouve tout naturellement en Allemagne en 41, en novembre 41, je crois. Et pourquoi il se retrouve en Allemagne? Parce que c'est le seul territoire où il peut aller, tout simplement. Puisque, à l'époque, le monde est évidemment divisé entre les puissances alliées au Reich allemand, et puis les puissances qu'on appellera les puissances alliées, tout simplement, hein, les puissances occidentales, les Britanniques. Donc, il n'a pas tellement le choix. Et un mois avant, il se réfugiait déjà en Italie, hein, le 27 octobre 41, il sera reçu par Mussolini, et donc un mois plus tard, le 28 novembre 41, il est reçu par Hitler, dans un contexte où, vous le disiez, les ennemis de mon ennemi, donc pour les Palestiniens, l'ennemi était l'Empire britannique, hein, la Grande-Bretagne. Et on a un autre exemple qui permet de comprendre aussi ce type de rapprochement, qui est celui des Indiens, hein, donc de l'Inde, où Gandhi lui-même écrit à Hitler. Donc, pour redresser un peu pour dresser un peu le contexte historique de ces types de rapprochements. Mais bien évidemment. Et d'ailleurs, on peut dire qu'à Berlin à l'époque, hein, se trouve pléthore de mouvements de libération qui avaient maille à partir avec les Britanniques. Hein. Et on a des Irlandais, on a des représentants de populations baltes, hein. On a les Ukrainiens. On a les Ukrainiens surtout. Et d'ailleurs, pour les Ukrainiens, c'est encore beaucoup plus loin, puisque en Ukraine, on a réellement un mouvement fasciste dirigé par Stepan Bandera, qui est totalement allié aux nazis. Hein. Personne aujourd'hui, à ce que je sache, dans la politique internationale, n'incrimine les Ukrainiens. Alors que même Stepan Bandera, qui était donc le leader de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, donc anti-soviétique bien sûr, hein, eh bien, aujourd'hui, à Kiev, hein, est salué. Sa mémoire est saluée, les officiers de son armée sont salués, des noms d'avenues portent son nom et portent les noms de ses principaux officiers, qui tous ont été non seulement des opposants au régime soviétique, ce qui pourrait se comprendre, mais qui ont été de fervents collaborateurs de la Shoah. N'oublions pas que les fosses communes que l'on a trouvées en Ukraine, hein, sont des fosses communes qui sont le résultat de l'action des nazis aidés par leurs supplétifs ukrainiens, dont l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Personne aujourd'hui n'en tient rigueur, à ce que je sache,
Hein. Et d'ailleurs, c'est normal parce que, mais ce qui est moins normal, c'est que aujourd'hui, personne ne proteste de ce soutien affiché à la mémoire de Stepan Bandera en Ukraine. Alors pour les Palestiniens, on a le grand moufti, mais je le dis, à Berlin, en 1941, se retrouvent nombre de mouvements de libération qui n'ont pas le choix et pour qui l'Allemagne, alors évidemment avec le recul, et c'est pour ça qu'il faut bien se garder de jugement, de jugement à rebours, hein, décontextualisé, d'anachronisme. Hein, aujourd'hui, évidemment, il est facile de Parce dire... que nous sommes en 1941, nous sommes en 1945. Nous sommes en 1941, l'Allemagne nazie triomphe partout, elle vient d'envahir l'URSS au mois de juin précédent, hein, et la solution finale n'a pas encore été décrétée, elle sera décrétée en janvier suivant à la conférence de Wannsee, en janvier 1942. Ça a aussi son importance. Hein. C'est dans ce contexte... c'est vrai. Alors, il y a une chose, il y a peut-être un point vrai dans ce que disait Netanyahou, c'est que dans un premier temps, Hitler, effectivement, ne savait que faire. Et c'est vrai, voulait d'abord expulser les populations juives des domaines qu'il avait conquis, hein, à commencer par l'Allemagne nazie. Hein. Nous pourrons reparler sur certains accords, notamment l'accord d'Havara qu'il avait passé avec l'exécutif sioniste d'Allemagne, Hitler. Oui, mais peut-être dire quelques mots là-dessus. Hein, alors, oui. Des organisations sionistes de l'époque qui s'étaient arrangées et avaient conclu donc un accord avec Hitler. Oui, Hannah Arendt en parle très bien dans son livre Eichmann à Jérusalem. Hein. Dans un premier temps, Hitler voulait se débarrasser des populations juives. Alors évidemment, il ne s'agit pas de quelque chose de vraiment d'acceptable, on est bien d'accord. Mais dans un premier temps, il voulait se débarrasser de ces populations juives et certaines organisations sionistes, juives ou sionistes, hein, sionistes, eh bien, ont cru bon d'essayer de trouver des arrangements avec Hitler pour pouvoir sauver des populations juives. Hein. De là, l'accord d'Havara qui a été conclu entre l'exécutif sioniste d'Allemagne et les autorités allemandes sur le départ. Au départ, il était prévu que 500 000 juifs d'Allemagne partiraient vers la Palestine, justement, en convoi ferroviaire, escortés par la Gestapo. Hein. Alors, donc c'est une aubaine pour les organisations sionistes de l'époque qui finalement profitaient de cette situation pour récupérer, alimenter le foyer de peuplement en Palestine. Ouais. Alors au final, évidemment, ce ne seront pas 500 000, je pense que c'est 90 000, quelque chose comme ça, hein, 70 000 à 90 000, juifs allemands qui pourront partir vers la Palestine. Mais l'accord d'Havara est important pour l'Allemagne nazie et aussi pour le mouvement sioniste, en ce sens que l'accord d'Havara prévoyait le transfert de certains matériels industriels allemands. Hein. C'est-à-dire que les juifs, alors c'était uniquement des juifs fortunés d'Allemagne, évidemment, cela s'adressait à des gens qui avaient les moyens, devaient laisser sur place leurs biens matériels, donc ils étaient dépossédés de leurs biens matériels. Hein. Ils pouvaient, je crois, en prendre qu'un tiers, et les deux tiers restants, et le tiers restant était converti en matériel industriel allemand, qui était transféré donc en Palestine. Cela, entre autres, permettait à l'Allemagne nazie de contourner le boycott à l'époque, parce qu'à l'époque, il y a un boycott. Alors, je rappelle que c'est un boycott privé, il n'y a jamais eu de boycott public, et c'est ça qui est grave, des États occidentaux contre l'Allemagne, et cela permettait aux nazis de contourner le boycott des produits allemands. Donc les sionistes ont permis de contourner le boycott des produits allemands. Donc des machines-outils qui venaient d'Allemagne étaient acheminées. Alors tout cela a permis au mouvement sioniste de se doter d'un appareil industriel. Revenons, donc tout ça pour dire... cette rencontre du 28 novembre 1941, Al-Husseini donc sera en Allemagne, est reçu par Hitler, et selon ce que nous ont rapporté les historiens de cette conversation, donc Hitler aurait essayé de convaincre finalement le moufti de Jérusalem de s'engager dans une propagande contre les Juifs, en expliquant les motivations qui sont les motivations nazies. Et la réponse du moufti, qui nous a été rapportée, aurait été la suivante, je cite, « Nous, Arabes, pensons que c'est le sionisme qui est à l'origine de tous ces sabotages
et non pas les Juifs. Fin de citation. Donc les sabotages en question sont donc les accusations d'Hitler à l'encontre des Juifs. Des accusations antisémites bien connues. Voilà, la destruction de l'Allemagne, la responsabilité dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale et la montée du communisme. Donc la réponse du Moufti semble tout à fait réfuter cette accusation d'un Moufti qui essaierait justement d'alimenter une haine juive, une pulsion de destruction antisémite chez Hitler. Alors entendons-nous bien, le Moufti a des préjugés sur les Juifs. Il est convaincu que la plupart des Juifs du monde eh bien, complotent pour soutenir le mouvement sioniste et pour donc envahir sa patrie, la Palestine. On est bien d'accord. Il est convaincu que, entre guillemets, je cite, évidemment, les financiers juifs de Wall Street, etc., complotent et alimentent, etc. Bon, là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui a des préjugés. Mais ce n'est pas une raison pour lui attribuer une haine nazie à l'encontre des Juifs. Et là, c'est Henri Laurence, l'historien Henri Laurence, mais bien d'autres historiens... Titulaire d'une chaire d'histoire au Collège de France. Bien sûr, l'éminent Henri Laurence, mais d'autres historiens, y compris certains historiens israéliens, qui dédouanent le Moufti, d'une part, de toute volonté exterminatrice des Juifs en tant que Juifs, et bien sûr, d'autre part, d'avoir soufflé à Hitler l'idée de la solution finale. Alors là, nous sommes devant quelque chose que l'on peut caractériser de révisionniste et de négationniste. Comme je l'ai dit, c'est la conférence de Wannsee qui va faire qu'Hitler va opter, même s'il y pensait déjà auparavant, pour l'extermination des Juifs, ce qu'on appelle la solution finale. En aucun cas, le grand Moufti n'a pu souffler à Hitler quoi que ce soit, et je vais en dire un mot sur la façon dont Hitler considérait le grand Moufti, d'une part. D'autre part, parler de sentimentalisme arabe. C'est ça. Hitler disait que les Arabes étaient trop sentimentaux, en fait, étaient trop doux à l'encontre des Juifs. D'accord. Et donc du coup, justement, il reprochait au grand Moufti sa modération, quand le Moufti lui dit donc que effectivement, ce ne sont pas que les Palestiniens ne luttent pas contre les Juifs, mais ils luttent contre les sionistes. Alors c'est quand même assez grave, parce que cette accusation, elle est systématique. Et elle est portée par des officiels israéliens. Alors on comprend que c'est de la propagande, mais c'est quand même assez étonnant que, y compris même certains médias, certains éditorialistes reprennent dans une ignorance historique assez crasse, il faut bien le dire, cette accusation. Bien sûr. Et qui est alors pour quelle raison? Est-ce que c'est pour justifier une haine anti-arabe, une haine anti-palestinienne, voire même une haine anti-musulmane, parce qu'il s'agit d'un Moufti? Alors, vous avez raison, et je crois qu'on est au carrefour de tout cela. D'abord parce que les Occidentaux, le soutien à l'entité sioniste, rappelons-le, est un soutien colonial. C'est un soutien colonial. D'où vient cette unanimité dans le soutien à Israël en Occident? D'abord parce qu'Israël représente un État occidental qui colonise un peuple du Sud, un peuple arabe. Et cela, les Occidentaux, finalement, n'ont jamais remis en question leur vision coloniale. Ne l'oublions pas. N'oublions pas que si effectivement le colonialisme occidental a été défait dans un certain nombre de pays, ça ne veut pas dire que les Occidentaux regrettent ce colonialisme. Et d'ailleurs, on le voit bien, sans arrêt, on a des tentatives pour réhabiliter le colonialisme, et on entend parler d'œuvres positives de la colonisation, et on entend parler de choses de genre. D'accord? Donc c'est important. Les colonialistes occidentaux n'ont jamais renoncé, n'ont jamais remis en question leur engagement colonial. Et cet engagement colonial, eh bien, il peut éclater à nouveau dans le soutien à l'État d'Israël aujourd'hui, contre les Palestiniens. Or, la personne du grand Moufti, c'est une aubaine, je le répète, puisqu'elle permet de dédouaner les Occidentaux, d'une part, parce qu'elle permet aux Occidentaux de continuer à soutenir l'État d'Israël en bonne conscience. L'État d'Israël, finalement, eh bien, c'est un bon gars, puisqu'il combat ces antisémites d'Arabes, mais en plus, elle permet de dédouaner les Occidentaux de leur propre turpitude, de leur propre... Alors, je parle des Occidentaux colonialistes, on est bien d'accord qu'il y a en Occident des gens qui ne pensent pas comme ça, bien évidemment, qui sont tout à fait honnêtes, et bien sûr, et je parle même au niveau d'historiens et autres, mais je parle malheureusement d'un courant qui aujourd'hui s'affirme, notamment en ce qui concerne le Moufti, et d'autre part, ça permet de dédouaner les Occidentaux de leur propre turpitude antisémite, parce que s'il y a eu vraiment collaboration totale avec l'antisémitisme,
nazi, avec l'extermination des Juifs, ben on le trouve en France. Et c'est quand même en France où on a certains hommes politiques, et je dirais même au plus haut niveau, qui, encore il y a quelque temps, parlaient de Pétain en des termes, finalement, pas si mauvais que cela. Pas si mauvais que cela. Et on peut préciser, on a des citations de ce point de vue. D'accord, hein? Donc, ce que je veux dire, c'est que ça permet aussi donc de dédouaner et de reporter sur les Arabes la culpabilité occidentale de la Shoah. Hein. Finalement, il y a les Arabes qui sont là. Et troisièmement, évidemment, ça c'est encore plus grave, comment pour les sphères les plus extrémistes, les sphères fascistes de ce pays qui malheureusement ont de plus en plus le vent en poupe, hein, eh bien ça leur permet de réhabiliter des figures du nazisme, à commencer par Hitler. Hein. Finalement, Hitler, et c'est exactement le travail que fait Netanyahou, il permet de réhabiliter Hitler, hein, aux yeux d'une opinion. Hitler n'était pas... puisqu'il y a pire qu'Hitler, donc Hitler n'est pas si mauvais que cela. Et pire qu'Hitler, c'est-à-dire les Palestiniens. Alors Youssef Boussouma, on reproche tout de même au Moufti de Jérusalem, au-delà de ces fausses accusations d'avoir été l'inspirateur de la solution finale auprès de Hitler, on lui reproche d'avoir tout de même participé en mai 1943 au recrutement de musulmans des Balkans, dans la région des Balkans, pour former une division de la Waffen-SS à cette époque. On lui reproche également d'avoir soutenu toutes les politiques visant à empêcher le départ de populations juives d'Allemagne vers la Palestine, dans le cadre de cette politique d'alimentation d'un foyer national juif destiné à occuper la Palestine. Qu'est-ce que vous répondez à ces différentes accusations, justement? Alors, pour la première, oui, c'est vrai, le grand Moufti a effectivement appelé des musulmans de Bosniaque à rejoindre l'armée allemande. Dans le cadre de la guerre. Dans le cadre de la guerre, effectivement, ça lui a été demandé. Mais en même temps, c'est pas lui qui a levé cette division, puisqu'il y avait d'autres musulmans bosniaques qui le faisaient. Donc il y a toujours cette fameuse photo où on voit le grand Moufti passer en revue cette division SS bosniaque. En mai 1943, les Allemands tentent de recruter des locaux, on va dire, parmi les populations des pays qu'ils occupent, et notamment vont mener une politique en direction des musulmans, des pays d'Europe centrale, mais également des pays qu'ils ont conquis sur l'URSS, hein, des parties de l'URSS où il y a des populations musulmanes. Alors, par rapport à cela, il existe une excellente thèse de David Motadel qui fait le point sur tout cela. Effectivement... Historien américain. Absolument, historien américain. Mais il ressort de tout cela, et c'est l'aspect tout à fait, et j'engage les gens à lire cette thèse qui a été éditée, il ressort de tout cela, à contrario de ce que prétendent justement les sionistes, que cet engagement de musulmans, et je dis bien de musulmans, on vous dira un mot sur les Arabes précisément, mais il ressort de tout cela que cet engagement des musulmans d'Europe de l'Est ou de pays communistes, d'accord, eh bien, avait beaucoup plus à voir avec leur survie, leur propre survie, et les problèmes qu'ils avaient, enfin l'oppression qu'ils subissaient de la part des autorités soviétiques à l'époque, qu'avec un quelconque lien idéologique, et surtout avec l'antisémitisme. Et en ce qui concerne cette division de SS bosniaque précisément, une chose qui n'est jamais dite, c'est qu'à l'époque a été créé un État croate soi-disant indépendant, mais de collaboration avec les nazis, hein, dirigé par Ante Pavelić, hein, et avec ce fameux mouvement fasciste croate qui s'appelle les Ustashi. Et il se trouve que cet historien américain a fait le point sur cet aspect des choses, et il ressort que si ces musulmans bosniaques se sont engagés. D'abord, c'est pas à l'appel du grand Moufti, en vérité. Le grand Moufti les a passés en revue. Hein. La décision a été prise. Et s'ils l'ont fait, ce n'est pas du tout par esprit religieux, ce n'est pas du tout par antisémitisme, contrairement à ce que les gens disent, mais cette thèse l'explique bien, c'est surtout parce que c'était la seule solution pour eux
de se procurer des armes, donc en s'engageant dans la SS, et de protéger leur village qui était sans arrêt agressé par les hordes d'Oustachi, qui sont donc des fascistes croates, hein, et qui massacraient les populations musulmanes. Et donc, c'est surtout pour avoir des armes, et c'est principalement cela, hein, et alors évidemment, cela passait par le fait de s'enrôler dans la SS. Évidemment, on ne voit pas comment ils auraient pu avoir des armes sinon. Hein. Et alors qu'initialement, les SS les avaient engagés pour lutter contre les partisans yougoslaves, en vérité, eux, ce qui leur importait, c'était surtout d'avoir des armes, je le dis, pour se protéger des raids que faisaient les fascistes Oustachi, les terribles Oustachi, hein, contre leur village. Ça, c'est très important de comprendre cela, et je crois que ça met un point final à tous les mensonges sionistes sur la question. Mais deuxièmement, même leur action a été si peu efficace que dans les premiers combats contre les résistants yougoslaves, dirigés, je rappelle, par Tito, le fameux Tito, hein, qui deviendra le dirigeant yougoslave par la suite, eh bien, ils se sont complètement débandés, hein, et cette fameuse division SS de montagne, hein, eh bien, finalement, s'est débandée, elle a été totalement inefficace, et je crois que, bon, voilà, ça s'est mal terminé. Donc voilà, il est très important. Donc c'est pas le grand moufti qui l'a recruté, il l'a passé en revue, parce qu'on lui a demandé de le faire. Alors, voilà, ça c'est important. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'exonérer le moufti de responsabilités réelles, d'accord, ou d'attitudes qu'il aurait eues, d'accord, ou de propos qu'il aurait eus. On est bien d'accord. Et d'éviter une lecture anachronique de ce qui s'est passé en Allemagne, en rappelant qu'on était dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale qui a fait 50 millions de morts, et qu'il y avait des jeux d'alliance pour contrecarrer justement une colonisation en Palestine, hein, qui était une colonisation donc sous le mandat de la Grande-Bretagne, hein, de l'Empire britannique, et donc de rappeler que ce qui a été présenté par les historiens s'est effectué dans ce contexte-là. Alors bien sûr, c'est que la première responsabilité du sort des populations juives, je le dis et je le répète, bien sûr c'est le nazisme, mais en second lieu ce sont les alliés. Parce que rappelons que avant la Seconde Guerre mondiale, hein, les Alliés ne se sont pas pressés pour sauver les populations juives. Et quand Hitler, à un moment, propose aux Alliés, par exemple, d'accueillir les populations juives, alors évidemment, on est bien d'accord que c'est pas une solution d'extraire des populations de leur pays d'origine, hein, que ce soit les Allemands juifs ou autres. Mais quand Hitler et quand les Alliés se rendent compte, hein, que Hitler va aller au bout de son projet, enfin même si la conférence de Wannsee, hein, ne s'est pas encore déroulée, hein, mais qu'il y a évidemment une crainte énorme sur l'avenir de ces populations juives, les gouvernements occidentaux ont fermé leurs portes, et je le répète, ont fermé leurs portes. Hein, on a toutes les preuves. Hein, des lois anti-immigration ont été votées dans la précipitation. On a fermé les portes aux réfugiés juifs d'Allemagne et d'Europe centrale. Voilà, ça c'est très important de le dire. Quand ensuite, et ça on le sait, quand ensuite on a demandé aux Alliés d'intervenir contre les convois de déportation des Juifs vers les camps de la mort, là aussi ils ne se sont pas pressés. Hein, alors on a invoqué toutes sortes de problèmes techniques, que pour bombarder les voies il fallait prendre des risques, hein, et se rapprocher du sol, que cela mettait en péril la vie des aviateurs. Hein, en fait, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, la vie des populations juives avait très peu d'importance. Et quand à la conférence de Biltmore en 1942 à New York, les dirigeants sionistes Ben Gourion et Weizmann sont appelés à s'exprimer, ils ne s'expriment qu'en direction de la création de l'État sioniste. C'est le moment où Ben Gourion dit « Oui, nous allons faire un État juif et sur toute la Palestine ». Mais à aucun moment Ben Gourion presse les Alliés d'intervenir, hein, pour interrompre cette terrible extermination des populations juives. À aucun moment Ben Gourion ne demande aux Alliés de bombarder les voies ferrées, alors qu'à la conférence de Biltmore, hein, sont présents des Juifs rescapés de camps d'extermination, qui ont réussi à s'échapper de camps d'extermination et qui viennent alerter le monde, hein, hein. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que où sont les responsabilités? Parlons des responsabilités alliées, hein. Et les premières responsabilités dans le non-sauvetage des Juifs, hein, bien évidemment, encore une fois, sans retirer les responsabilités du Grand Moufti, mais appliquons ou alors en tout cas, en ce qui concerne le Grand Moufti, hein, examinons ses responsabilités et pas d'autres.
il a ses responsabilités. Il a des responsabilités. Mais certainement pas celles des alliés qui sont autrement plus importantes et autrement plus graves. Le grand moufti actuel, à l'époque, n'a plus aucun écho en Palestine. Il est le dirigeant de rien du tout. Il n'a aucun écho parmi les populations palestiniennes. Et d'ailleurs, au même moment, l'appel du grand moufti. Alors on lui demande, le grand moufti, d'appeler au djihad contre les alliés. Alors, il y a une radio à Berlin, Radio Berlin, qui émet en direction des territoires arabes. Et entre autres de la Palestine. Eh bien, le grand moufti demande à avoir une émission, on lui accordera même pas cette émission. C'est que les appels de Radio Berlin seront faits par des Allemands, mais on a tellement peu confiance en lui qu'on ne lui confiera jamais même une émission en direction de la Palestine, en direction des Arabes, à Radio Berlin. On lui demande juste d'appeler au djihad, mais c'est tout, donc à un côté instrumental. Ce que je veux dire, c'est que, en plus, l'appel a été très peu entendu. Il a été très peu entendu. 1300 Arabes vont rejoindre les... Voilà, c'est quelques milliers d'Arabes. Ouais. Sur 259 000 Arabes vont rejoindre les Alliés. Oui, à l'époque, il y a environ, on va dire, en gros, grosso modo, on va dire 200 millions d'Arabes, 150 millions d'Arabes, minimum. Eh bien, sur ces 150 millions d'Arabes, seulement quelques milliers rejoindront effectivement les troupes allemandes. Il y aura notamment les petites, ce groupe égyptien, les chemises vertes, mais franchement très peu, et un très grand nombre, par contre, combattront au sein des armées alliées et au sein même de la France libre. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a encore une fois, une tentative de déresponsabilisation de l'Occident, au détriment des Arabes et des musulmans. L'Occident tente de se défausser de ses responsabilités dans la Shoah, dans ce génocide juif, génocide juif et tzigane, ne l'oublions pas, il tente de se défausser sur les musulmans et arabes. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que les silences qu'on a actuellement face aux mensonges de Netanyahou, ces silences sont des silences complices, sont des silences qui accréditent la thèse. Trop peu d'historiens se sont opposés à ce qu'il a dit. Alors il y a eu quand même quelques réactions malgré tout, mais trop peu. On continue à écouter Netanyahou. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on ne fait rien pour l'empêcher de commettre aussi, lui aussi, un génocide. Ça, il est important de le préciser. Alors, autre chose qui est à dire sur le grand moufti, c'est que, encore une fois, son action délétère et son comportement. Alors, il y a effectivement, le grand moufti a été informé par Himmler, semble-t-il, en 1943, de la solution finale, de la mise en œuvre de la solution finale. Donc déjà, qui a été décidé à la conférence de Wannsee en 42, janvier 42. Et donc il semble que oui, effectivement, le grand moufti a été informé. Mais quelle a été la réponse? Et je pense que les historiens s'accordent là-dessus. Lorsque Himmler a informé le grand moufti de cette solution, comment le grand moufti dira simplement ce qui nous importe, nous, c'est surtout que les Juifs retournent dans leur pays d'origine, d'accord, et en aucun cas le grand moufti a applaudi ou a dit aux nazis oui c'est bien, continuez, voilà, il faut continuer. Non, il s'opposait à ce que l'immigration entreprise par les organisations sionistes pour peupler la terre de Palestine se poursuive. Oui, absolument. Voilà, c'est le grand moufti. Alors, c'est un Palestinien. Il a à cœur, effectivement, de sauver son pays. Et il sait très bien que son pays va disparaître. Et d'ailleurs, je crois que malheureusement, d'une certaine façon, l'avenir lui a tristement donné raison. C'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas très bien ce qui peut s'opposer à la disparition pure et simple de la Palestine. Donc, nous attendons de ceux qui sont critiques, et ils ont raison d'être critiques sur le grand moufti, sur certains aspects de la vie du grand moufti. On est bien d'accord. Il était quand même bien à Berlin, il a collaboré avec des anti... Mais, attribuer la responsabilité au grand moufti de ce qui s'est passé est un non-sens historique, est un mensonge historique, et par la même occasion, c'est surtout, dédouaner le mouvement sioniste lui-même de ce qu'il a fait, et c'est dédouaner les Occidentaux alliés du mouvement sioniste de leur responsabilité, je le répète, précise dans l'extermination des Juifs et des Tziganes. Alors, le grand moufti, informé de la mise en œuvre du génocide, n'a pas applaudi. Alors, on peut lui reprocher, effectivement, de ne pas avoir vigoureusement combattu la tentative d'extermination des Juifs, enfin l'extermination des Juifs. Et effectivement, on peut lui reprocher cela, mais je le dis, on peut aussi le reprocher donc tout autant aux Occidentaux. Et ceux-là même qui veulent donner des leçons doivent regarder ce que de leur côté, ils ont fait. N'oublions pas que tous les collaborateurs français
hein, parmi tous les collaborateurs français, bien peu ont été condamnés en 1945. Et là, on pourrait aussi ouvrir des dossiers tout à fait intéressants. Hein. Certains chefs d'État français de gauche, pour ne pas citer un certain Mitterrand, qui avait quand même comme ami un certain Bousquet. Si Bousquet n'a pas été un collaborateur de l'extermination des Juifs, alors qu'a-t-il été? Qu'a-t-il été, hein? Et on pourrait multiplier comme ça de façon très précise, hein, effectivement, et la responsabilité d'ailleurs des Occidentaux va au-delà même simplement du régime de Pétain. On le dit et le répète. Il y a un livre qui s'appelle Les Américains et la solution finale, que j'engage nos éditeurs, enfin nos spectateurs à lire, hein, et qui fait le point aussi sur tous ces aspects et sur la non-intervention des Occidentaux dans le génocide juif. Il faut dire qu'on est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre qui fait 50 millions de morts, et je le dis précisément, il y a eu un certain cynisme, qu'importait la vie de 6 millions de Juifs pour les Occidentaux, alors pour les armées occidentales, hein, et était-il prêt à détourner un effort de guerre pour sauver ces millions de Juifs? Certainement pas. Alors, qu'on incrimine le grand Moufti, oui, certes, mais pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il n'a pas fait, et surtout pas pour exonérer d'autres acteurs de leurs responsabilités absolument criantes. À la fin de la guerre, le Moufti de Jérusalem est arrêté le 15 mai 1945 par les troupes françaises dans la région de Constance. Est-ce que vous pouvez revenir, Youssef Boussouma, sur les circonstances de cette arrestation et ce qu'il adviendra par la suite du Moufti de Jérusalem? Alors, le grand Moufti de Jérusalem est arrêté par les troupes françaises. Il est arrêté. Il aurait pu fuir. Il n'a pas fui. Ce que je veux dire, c'est que il lui aurait été possible de fuir, et je crois qu'il se sentait, alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais il ne se sentait pas spécialement responsable, hein, au point de craindre pour lui, après le fait d'avoir été, enfin, pour le fait d'avoir été à Berlin à l'époque, et pour le fait d'avoir, pour certains, collaboré avec Hitler. En tout cas, il ne se sentait pas plus responsable que bien d'autres qui seront arrêtés alors, comme lui, hein, et qui pour autant n'ont pas eu de problème. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le grand Moufti, il est arrêté par les troupes françaises, et là c'est très intéressant de revenir sur cet événement, le grand Moufti ne fait pas partie, à ce que je sache, des inculpés au procès de Nuremberg. C'est qu'à l'époque, et ça c'est important parce que j'avais eu l'occasion de le préciser à un sioniste qui l'ignorait, hein, un officiel sioniste qui l'ignorait, et dans un débat, hein, qui prétendait que le grand Moufti avait été condamné à Nuremberg. Mais alors pas du tout. Non seulement il n'a pas été condamné à Nuremberg, mais il n'a pas du tout été inculpé, bien évidemment. Les troupes françaises récupèrent le grand Moufti, et rappelons que c'est l'époque, hein, où les Alliés récupèrent énormément de gens en Allemagne, et des gens autrement plus même responsables que le grand Moufti, puisque on a Werner von Brand, le père du programme des V1 et des V2 allemands, hein, les ancêtres des missiles, hein, des bombes volantes allemandes. Werner von Brand sera à ce moment-là récupéré par la CIA, emmené aux États-Unis, et ce sera lui le père du programme spatial américain. Ne l'oublions pas. C'est l'époque aussi, hein, où tous les pays en fait occidentaux vont récupérer leurs techniciens en Allemagne, hein, et on n'en fera pas un problème. Alors, pourquoi le grand Moufti, et pourquoi le grand Moufti aurait-il été inquiété? Voilà, sa responsabilité est certainement, de très loin, moindre que tous ces gens, hein, qui ont été parfaitement réintégrés dans les sphères occidentales, blanchis, etc. Alors, les troupes françaises l'emmènent en France, et le gardent comme gage, et là, ça demande une petite explication. Ils le mettent en résidence surveillée. Donc, il est en résidence surveillée, mais il est dans une situation tout à fait confortable dans le sud de la France, hein, et ensuite plus proche de Paris, à Bougival, semble-t-il. Et ce grand Moufti, pourquoi est-ce que les Français le récupèrent? Bah, il faut comprendre qu'en 1945, alors les Anglais ont évidemment demandent aux Français l'extradition du grand Moufti. Mais encore une fois, si les Anglais demandent l'extradition du grand Moufti, ça n'est pas parce que les Anglais veulent lui demander des comptes par rapport à sa présence à Berlin. C'est surtout parce que ils pensent que le grand Moufti a encore une grande influence dans la politique palestinienne, et que à ce moment-là, les Anglais sont déjà aux prises
avec des troubles très importants en Palestine de la part du mouvement sioniste. Hein, et ils sont convaincus que le grand moufti est un agitateur. D'ailleurs, c'est le cas, hein, et qu'il va être utilisé par les Français. Vous avez bien entendu qu'il va être utilisé par les Français, qui à l'époque ont des griefs à l'encontre des Britanniques. Et c'est la raison pour laquelle les Français le récupèrent. Si les Français récupèrent le moufti, c'est qu'ils ont la ferme intention de se servir de lui contre les Britanniques. Alors, que se passe-t-il? Comment se fait-il que les Français, alliés aux Britanniques, tout à coup, à ce moment-là? Pour une raison qui est simple, c'est que 1945, c'est le moment où les Français ont de gros problèmes eux-mêmes en Syrie, avec le peuple syrien, et qu'il y a une insurrection à Damas, et que cette insurrection est matée par les troupes françaises. C'est le moment où la France commence à s'engager dans ce qu'on appellera la guerre d'Indochine. Hein, tout ce contexte est important. 45, c'est le moment, le 8 mai 45, où il y a eu les émeutes à Sétif également en Algérie, qui feront 40 à 45 000 morts, où les Français sont convaincus que les Anglais ont laissé faire, que les Anglo-Saxons ont laissé faire, si ce n'est encouragé par en dessous, à travers la Ligue arabe, qui vient de se créer au Caire, instrument des Anglais, pour les Français. Donc le grand moufti pour les Français peut être une carte à jouer contre les Britanniques pour leur rendre la monnaie de leur pièce. Pour une autre raison, c'est que les Français ont dû dégager, permettez-moi l'expression, de Syrie, sur pression des Britanniques. Non pas parce que les Britanniques auraient un amour immodéré pour les Syriens, mais parce que l'insurrection à Damas menace l'Occident en donnant des arguments aux Soviétiques. Parce qu'à l'époque, les Soviétiques ont pénétré en Iran, l'Iran qui est une chasse gardée britannique à l'époque, où il y a les troupes britanniques, et les Soviétiques ont décrété l'éphémère République socialiste d'Azerbaïdjan iranien. Et que la Syrie ne se trouve pas si loin que cela de l'Iran, et que les Britanniques craignent qu'une insurrection à Damas, non maîtrisée par les Français, fasse le jeu des communistes dans toute la région, parce qu'en vérité, la guerre froide a déjà commencé. On dit souvent que la guerre froide commence en 47, mais pas du tout, elle a déjà commencé, il y a déjà une hostilité, et donc les Britanniques, craignant les communistes, voudraient que les Français calment le jeu en Syrie. Et comme les Français n'arrivent pas à calmer le jeu en Syrie, qu'ils répriment l'insurrection, les Anglais obligent la France à quitter la Syrie en faisant marcher une division blindée en direction de la Syrie anglaise, contre les Français. Les Français ne rechignent pas et évacuent la Syrie. Et les Français en ont gardé une certaine amertume contre les Britanniques. Dans ce contexte, on s'est permis ce petit détour, les Français ont une grande hostilité envers les Britanniques. Et c'est un des éléments du soutien français d'ailleurs au sionisme, ça n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais c'est un des éléments, comment rendre aux Anglais la monnaie de leur pièce. Dans ce dispositif, le moufti est une pièce intéressante pour les Français. C'est pour ça qu'ils le choisissent, effectivement. Ils le mettent en résidence surveillée dans le sud de la France, ensuite à Bougival. Mais c'est vrai qu'il a des conditions de vie tout à fait confortables. Il n'y a aucun problème. Et jusqu'au moment où, effectivement, ils vont en fait l'exfiltrer en direction du Moyen-Orient. Il ira au Caire, effectivement, qui est le lieu de regroupement de tous les nationalistes arabes, etc. Et déjà se profile à l'horizon de ce qu'on appellera la guerre de Palestine, et au Caire, où effectivement, il compte sur lui pour faire de l'agitation anti-anglaise, etc. Alors, voilà un peu ce qu'on peut dire. Non seulement il n'a pas été condamné à Nuremberg, non seulement il n'y avait aucune charge contre lui, mais s'il lui fallut condamner le grand moufti, enfin le poursuivre, le grand moufti en justice au tribunal de Nuremberg, il aurait de la même façon fallu condamner de nombreux Occidentaux qui n'ont jamais été inquiétés, pour des faits beaucoup plus graves que ceux reprochés au moufti. Y compris des leaders, y compris certains leaders des organisations sionistes qui, dans certaines déclarations, ont pu exprimer le fait que finalement, on l'avait déjà vu chez Herzl, c'est avec son chez Herzl, le fait que l'antisémitisme finalement faisait les affaires du sionisme et qu'il fallait d'une certaine manière l'encourager parce qu'il permettait de soutenir le projet sioniste de peuplement en Palestine. Et finalement, le sort des Juifs d'Allemagne n'a pas fait exception
puisque vous évoquiez qu'en 42, des leaders comme Ben Gourion n'ont pas soufflé mot Alors, en situation. non seulement des leaders comme Ben Gourion ne se sont pas précipités pour obtenir un sauvetage, mais là, ça pourrait faire l'occasion d'un autre entretien, mais il se serait intéressant de faire le point sur quelle a été l'attitude du Yishuv, ce qu'on appelle le Yishuv, l'État juif en formation, et ensuite l'attitude des dirigeants sionistes vis-à-vis de la Shoah. Et là, je crois qu'on serait étonné. Et surtout vis-à-vis des rescapés de la Shoah. Jusqu'à aujourd'hui, on le voit bien, la condition malheureuse d'un certain nombre de rescapés de la Shoah en Israël même aujourd'hui. On l'a dit. Comment en 1945, il faut retirer de l'esprit, il faut retirer de son esprit l'idée selon laquelle les rescapés de la Shoah comment ont été accueillis les bras ouverts. On les a accueillis parce que cela allait faire de la chair à canon, permettez-moi l'expression, face aux Arabes dans la guerre de Palestine. En aucune façon, on les a célébrés, en aucune façon, pour une raison qui est simple. Et d'ailleurs, même nombre de sionistes étaient extrêmement méprisants par rapport à ces rescapés, en disant finalement, s'ils nous avaient écoutés, s'ils étaient venus en Palestine, tout ça ne leur serait pas arrivé. Et ça, c'est quelque chose qui est précis, c'est des choses qui sont documentées. Et en gros, ces rescapés, c'était des losers. Les Juifs d'Europe, tous les Juifs d'Europe qui ne sont pas venus en Palestine avant l'arrivée du nazisme, eh bien, c'est des losers parce qu'ils ont mal joué. Et finalement, s'ils nous avaient écoutés, s'ils avaient été sionistes, s'ils étaient venus, ils auraient échappé à la mort, tout ça ne leur serait pas arrivé. Et j'ai même encore plus loin, c'est que nombre des populations juives d'Europe centrale qui effectivement ne voulaient pas de la solution sioniste, et en tout cas un très grand nombre, notamment en Pologne, qui était quand même le foyer principal. N'oublions pas que les principaux lieux d'extermination étaient en Pologne, et la principale population juive ciblée a été la population juive polonaise. Eh bien, un très grand nombre de Juifs de Pologne, non seulement n'étaient pas sionistes, mais étaient socialistes. Étaient socialistes notamment au sein de l'organisation Le Bund, étaient viscéralement opposés au sionisme. Donc, ces gens-là, pour les sionistes, étaient considérés comme des ennemis politiques. Parce que, rappelons-le, le Bund était une organisation socialiste révolutionnaire d'extrême gauche, polonaise, juive polonaise, et qui était très opposée au sionisme. Ce qui fait que, finalement, les sionistes de Palestine avaient un regard extrêmement méprisant par rapport à ces Polonais, par rapport qui avaient refusé les sirènes, qui n'avaient pas écouté les sirènes du sionisme. Et ça, c'est très important de le préciser. Les sionistes n'ont pas du tout été bienveillants vis-à-vis de ces rescapés de la Shoah. Au final, on peut retenir de tout cela que le grand moufti de Jérusalem a eu la responsabilité de quantité de dirigeants de mouvements de libération nationale, pas plus, et on peut se poser une question, qu'aurait-il dû faire? Qu'aurait-il dû faire dans le contexte où non seulement il avait perdu sa patrie, mais dans le contexte où il était convaincu qu'effectivement sa patrie serait perdue pour l'ensemble du peuple palestinien. Qu'aurait-il dû faire? Il aurait dû collaborer avec les Anglais en disant « je me constitue prisonnier et faites de moi ce que vous voulez, et faites de la Palestine ce que vous voulez également ». C'est cela qui est important de préciser. Que serait-il passé si Charles de Gaulle avait eu comme ennemi l'Angleterre? Que serait-il passé si Charles de Gaulle avait eu comme ennemi l'Angleterre? Que serait-il passé si quantité de dirigeants dans le monde, des pays du Sud, mais pas uniquement, on sait très bien ce qu'est la politique, et quelle était la marge de manœuvre du grand moufti? Quelle était sa marge de manœuvre réelle? C'est cela aussi qu'il faut voir. Et moi, je pense qu'il est important aujourd'hui de démentir avec fermeté ce narratif sioniste, encore une fois, et de remettre les choses à leur juste place, de mettre les points sur les i, comme on le dit, d'accord, et de ne pas céder à un discours dont le fondement est d'abord un fondement islamophobe, colonialiste et de soutien au sionisme. Merci Youssef Boussouma. C'est la fin de cet entretien donc sur cette figure controversée du grand moufti de Jérusalem. Donc vous avez expliqué, vous avez montré en quel sens cette thèse fausse qui relève du révisionnisme historique, d'une responsabilité du moufti Jérusalem dans l'inspiration à Hitler de la solution finale, et de quelle manière ce narratif a été instrumentalisé pour disqualifier et diaboliser d'une certaine manière les Palestiniens. Je remercie nos auditeurs pour leur fidélité. Nous poursuivrons cette série d'entretiens prochainement en abordant évidemment la question du plan de partage de la Palestine en 1947
et de la déclaration d'indépendance par David Ben-Gourion de l'État d'Israël en 1948. Merci. Je vous en prie.